au Press Club avec Freddy Moulongo qui va m'accompagner en interview. L'interview exceptionnelle aujourd'hui avec Martin Zingele. Qui n'est pas présenté d'ailleurs. Qui n'est pas présenté, mais je vais quand même faire fais-le quand même pour une petite historique de ces grands messieurs qui est avec nous. Alors, vous êtes président du mouvement de la libération du peuple centrafricain. C'est bien cela. Vous êtes membre aussi de l'Internationale socialiste. Alors on se pose la question au niveau de l'Internationale socialiste. Souvent ils larguent leurs amis. Hein. Ils sont avec amis, après ils ne sont plus avec eux comme Babo, comme les autres. C'est toujours le même problème qui se présente. Comme au Mali aussi. Comme au Mali aussi. IBK, c'est... Alors pourquoi vous choisissez, je vais continuer, mais pourquoi vous choisissez ce chemin de l'Internationale socialiste? Non, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité pour parler aussi bien de mon pauvre pays, de mon pays qui est dans une situation désespérée, que de mon parti, certainement. Notre adhésion à l'Internationale socialiste est antérieure à l'arrivée au pouvoir de François Hollande du Parti socialiste, puisque nous avons été élus à l'unanimité membres du parti de l'Internationale socialiste en 2008, juin 2008, à Athènes, lors du 24e congrès de l'Internationale socialiste. Donc ce n'est pas une adhésion opportuniste. Ce n'est pas parce que l'adhésion à l'Internationale socialiste ouvrirait la porte à quoi que ce soit. Mais c'est sur la base donc de l'idéologie du MLPC, qui est un parti social-démocrate, un parti progressiste. Et nous avons adhéré donc à cette alliance-là. Bon, maintenant, naturellement, quand vous êtes dans une organisation, il y a des règles de fonctionnement. Il peut y avoir des situations où votre adhésion peut être mise entre parenthèses ou bien sujet à questionnement. Mais c'est la vie normale d'une organisation. Et dans le cas du Front populaire ivoirien que vous avez évoqué, je pense qu'il y a des débats à gauche à droite pour réexaminer le dossier de ce parti frère. Alors je disais, Martin Zingele, né le 12 février 1957, homme politique centrafricain, Premier ministre de la RCA entre avril 2001 et mars 2003. Pour votre formation, le cursus universitaire, vous êtes diplômé d'études supérieures d'assurance de ESA, de l'Institut international des assurances de Yaoundé. Et vous avez un long parcours, je ne veux pas citer tous les parcours, vous avez un parcours extraordinaire. Vous militez donc spécialiste en assurance, ici aussi en Europe. Vous allez nous expliquer un peu rapidement, quand on appelle un spécialiste en assurance, qu'est-ce que cela veut dire en réalité. Alors, bien sûr, vous militez longuement. Vous avez bâti votre aura autour de ce cheval de bataille que vous menez. Vous voulez la paix dans votre pays. Alors vous êtes l'homme providentiel, on peut dire ainsi, pour ramener ces pays vers une pacification contre tout ce qui se passe dans le pays. On voit, à la lumière de tout ce qui se passe, les prémices d'un génocide. Déjà, le génocide est là. Alors, je ne sais pas si c'est Freddy peut compléter par rapport à ce que je viens de dénoncer. Alors, monsieur Martin Zingele, il y a 4 ans, lorsque nous avons reçu au centre d'accueil de la presse étrangère, il y avait cette question de l'emprisonnement de Jean-Pierre Mbemba à la CPI. Et à l'époque, vous aviez des circonstances atténuantes parce que vous exigiez à ce que Patassé soit aussi interpellé par rapport à cette situation. Or, Patassé n'est plus. Jean-Pierre Mbemba continue à courir en prison à la CPI. Je voulais savoir, est-ce que votre vision a évolué ou c'est resté intact? Je vous remercie. J'essaie de répondre à vos questions une par une. Je suis bien sûr assureur de formation et de métier. J'ai travaillé très longtemps dans le secteur des assurances avant que le président Patassé, qui était au pouvoir donc en Centrafrique en 2000, me fasse nommer directeur national pour la Banque centrale. Je suis rentré en Centrafrique et j'étais à la Banque centrale. Quand il m'a nommé Premier ministre, il m'a fait l'honneur de me nommer Premier ministre chef du gouvernement. Et comme vous le savez, le 15 mars 2003,
François Bozizé, le général François Bozizé, qui était chef d'état-major de l'armée, est entré en dissidence contre le pouvoir du président Patassé. Et il a, comme avec la Séléka maintenant, il a recruté des mercenaires dans les pays voisins et il est venu et il a pris le pouvoir en mars 2003. Donc je me suis retrouvé en exil en France. Et c'est là où j'ai créé vraiment une petite structure de conseil en assurance. Et cette structure-là me permet jusqu'aujourd'hui de travailler, de donner en fait des conseils en matière d'organisation et de formation aux dirigeants des compagnies d'assurance. Et de donner aussi un sens à votre vie. Voilà, et de donner, parce que je pense que en Afrique comme ailleurs, il faut vivre de ce conseil. Voilà. Et non vivre au crochet du peuple. C'est pour ça que je continue à travailler. Maintenant, par rapport à la situation de notre pays est effectivement dans une situation extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce que c'est un pays où, figurez-vous, y compris pendant les frasques de l'empereur Bokassa, la majorité de la population centrafricaine n'a jamais entendu le coup de feu de sa vie. Et aujourd'hui, vous voyez le spectacle que ce pays-là offre au monde, où vous voyez des foules lynchées, des gens les assassiner, les lacérer, les émasculer, etc. Vraiment des spectacles qui horrifient les Centrafricains, parce que même dans les pires de nos cauchemars, nous n'avons jamais pensé que nous en arriverions là. Mais c'est la conséquence de l'instrumentalisation d'une partie de la population par des politiques, et notamment par l'ancien président François Bozizé. Et c'est la conséquence que nous voyons. Et nous nous battons naturellement, pas seulement au sein de mon parti, mais au sein aussi de l'Alliance des forces démocratiques de la transition, qui est un regroupement de 7 partis politiques centrafricains. Nous soutenons la transition. Nous voulons que la transition se conduise dans la paix et la sérénité jusqu'à ce que le peuple se prononce par des élections pour choisir ses dirigeants. Par rapport au procès qui est fait à Jean-Pierre Bemba, je resitue mes propos. J'avais dit à l'époque beaucoup de choses ont été dites qui n'ont pas été établies. Et je disais que ce soit moi-même, que ce soit le président Patassé qui à l'époque était rentré à Bangui, nous étions dans la position de témoigner, de dire ce que nous savions, si cela était le cas, pour que la justice triomphe et que cette affaire-là ne soit pas instrumentalisée politiquement. C'était ça ma déclaration, parce que chaque fois que quelqu'un voulait faire un règlement de compte, il sortait l'affaire Bemba, il instruisait à charge sans preuve, etc. Et j'ai dit que pour le rétablissement de la vérité, les acteurs et ceux qui étaient témoins ou présents à ce moment-là pouvaient apporter leur témoignage pour que la vérité éclate, parce que c'est une affaire de justice et ceux qui jugent cette affaire recherchent la vérité, et tout le monde est à la disposition de la justice pour apporter sa part de témoignage pour que la vérité triomphe. Voilà ce que je voulais dire. Et surtout qu'on est en affaire pénale, c'est sur des faits avérés qu'il faut juger les uns les autres. Alors, au niveau affaires pénales, bon, je parlais peut-être de ça tout à l'heure pour terminer rapidement, mais je reviens par rapport à votre dernier communiqué du 28 mai 2014 par rapport au carnage de l'église de Fatima, au 3e arrondissement de Bangui. Des assassinats terribles, des massacres terribles. Quelle admire portez-vous par rapport à tout cela? On rentre dans une église, on massacre les gens. Le beau-père d'un ami tombe dans ces guet-apens. Alors je tiens à lui rendre hommage aussi et à saluer sa famille. C'est ça. Non, mais vous savez, c'est dur d'abord à vivre pour ceux qui sont tombés. Moi aussi, je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes de ces atrocités, il faut dire les choses comme elles sont, qui se déroulent en Centrafrique. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Il y a un affrontement, il y a une instrumentalisation, comme je l'ai dit, qui fait que s'opposent sur le terrain des milices dites chrétiennes anti-Baraka contre des communautés musulmanes qui se sont réfugiées majoritairement dans le quartier commercial de Bangui, commercial et populaire de Bangui, qu'on appelle le kilomètre 5. Donc chaque jour que Dieu fait, il y a des tentatives d'attaque réciproques, mais surtout des anti-Balaka qui essaient d'attaquer la communauté chrétienne, la communauté musulmane, et la communauté musulmane essaie aussi de se défendre et de poursuivre les uns et les autres. Et cela donne régulièrement lieu à des affrontements. Et ça dure depuis le mois de décembre. De temps en temps, il y a un clash plus important que d'autres où les morts se comptent en dizaines. Mais c'est des mouvements
d'attaque, représailles, cycle attaque, représailles, et il faut rompre cela par un désarmement complet. Par rapport à ce qui s'est passé à Fatima, c'est que le jour de la fête de mer, j'étais moi-même à Bangui. Ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des conseillers auprès du Premier ministre, qui sont des anti-Balaka ou qui étaient des anti-Balaka, ont organisé un match de football de réconciliation entre des jeunes musulmans et des jeunes chrétiens, donc d'anti-Balaka, au kilomètre 5. Mais je pense que ce qui n'a pas été fait, c'est que comme ces deux communautés étaient encore armées, mais il y a eu un incident. Il y a eu un incident à l'occasion de ce match-là et 3 jeunes musulmans ont été tués, lacérés, émasculés, etc. Et naturellement, il y a eu des mouvements de représailles, comme je le disais, puisqu'on est assis dans un cycle, on s'est installé dans un cycle d'attaque, de représailles, attaque, représailles, attaque, représailles. Donc cette fois-ci, les représailles ont porté sur l'église de Fatima et ont entraîné ces décès-là, ces tueries dont l'abbé Zalé. Et aujourd'hui, beaucoup de gens s'interrogent. Beaucoup de gens s'interrogent pour savoir qui est l'auteur. La justice s'en occupe. Nous dit-on, il y a une enquête qui est en cours. Nous dit-on, nous souhaitons connaître les conclusions de cette enquête-là. Mais ce qui est évident, et c'est ça la chose la plus grave qu'on ne souligne pas assez, c'est que la résolution 21-27 des Nations Unies a donné mandat sous chapitre 7 aux forces internationales en présence sur le terrain en Centrafrique pour désarmer la MISCA également et la force sangariste, voilà, pour désarmer toutes les milices armées. Vous pouvez prendre le problème par n'importe quel bout, mais tant que des groupes de personnes non habilitées à détenir des armes les détiennent et que de l'autre côté il n'y a pas de force publique, l'armée n'a pas d'armes, l'armée est désarmée, il n'y a pas de police au vrai sens du terme, il n'y a pas de gendarmerie. Donc le terrain est occupé par des groupes de milices armées et en face les forces internationales. Donc ces accidents-là, malheureux, coûteux en vie humaine, risquent de se répéter. Et c'est ça ce que nous essayons d'expliquer à l'opinion nationale et à l'opinion internationale, parce que c'est vraiment un impératif. Si l'objectif c'est d'amener la paix, si l'objectif c'est de sauver des vies humaines, mais il faut désarmer les porteurs d'armes. Il n'y a pas d'autre solution. Mais monsieur Martin Zingele, mais en quoi se résume le pouvoir de madame la présidente? Non, je pense que d'abord il faut dire que madame Catherine Samba-Panza a été élue dans les formes par le Conseil national de transition à la tête de l'État centrafricain sur la base d'une feuille de route dont le premier point est la sécurité. La feuille de route qui date de Libreville? Non, la feuille de route date du mois d'août 2013. Okay, la feuille de route a été votée, mise en place par le Conseil national de transition. Et lorsqu'elle a été élue, elle a enrichi, elle a refait une relecture de la feuille de route. L'objectif premier, c'est la sécurité. Mais vous êtes d'accord avec moi que tout pouvoir doit pouvoir disposer d'une force armée. L'impérium, le pouvoir, le contenu du pouvoir, c'est d'avoir de disposer d'une force qui peut contraindre, ceux qui vont contre la loi ou contre la politique du pays, d'être, comment dirais-je, d'être encerclés, d'être contrôlés, d'être arrêtés dans leurs élans, etc., etc. Si un pouvoir n'a pas une force armée, si un gouvernement n'a pas une force armée à sa disposition, même s'il y a des forces internationales en Centrafrique, qu'est-ce que ce gouvernement peut faire concrètement pour faire avancer la paix? Parce que pour que Mme Samba-Panza, par exemple, puisse maintenir et imposer la paix dans un arrondissement de Bangui, il faut qu'elle puisse disposer de l'armée et de la gendarmerie. Pour qu'elle puisse protéger une ville ou un point de notre frontière par rapport à une agression intérieure ou extérieure, il faut qu'elle puisse projeter des forces. Il faut qu'elle ait la capacité, il faut qu'elle puisse avoir la capacité d'ordonner et de faire exécuter un certain nombre d'ordres. Et pour cela, il faut qu'elle dispose d'une force armée. Et ça également, c'est le deuxième point sur lequel nous nous battons. Parce que c'est facile de juger les gens. C'est facile de juger. De dire, voilà, tel pouvoir ne fait rien. Mais si ce pouvoir n'a pas à sa disposition l'instrument de pouvoir, les instruments de pouvoir, comme le dirait feu le roi Hassan II, qu'est-ce que vous faites de ce pouvoir? Vous n'avez que le verbe. Vous n'avez que le verbe. Vous n'avez que le verbe, c'est-à-dire vous parlez, vous faites, j'allais dire même que ce pouvoir est incantatoire. C'est-à-dire vous comptez sur la bonne volonté des citoyens ou
ceux qui habitent ce pays-là, pour respecter ce que l'autorité dit. Or, il n'y a pas d'autorité sans pouvoir de contrainte. C'est ce que j'explique. C'est pour ça que la communauté internationale doit aider le gouvernement centrafricain. Il semble qu'il y a des débats qui évoluent sur ce point-là pour que les forces armées centrafricaines qui sont là puissent faire l'objet d'un tri sans état d'âme. Parce qu'il y a, comme partout, il y a du bon grain, il y a du livret, séparer le bon grain du livret et puis former ceux qui font partie du bon grain, les équiper pour pouvoir travailler. Et je ne vois pas comment on peut arriver à une pacification de notre pays sans impliquer les forces armées du pays. Alors, les forces armées, alors je vais rester dans le discours du ministre de la Défense, qui est M. Le Drian, français, qui est M. Le Drian, pardonnez-moi. Oui. Il dira que voilà, il a affirmé qu'il y a un minimum de sécurité. Est-ce que vous croyez qu'avec ce minimum de sécurité, on peut arriver à faire quelque chose avec cela? Vous savez, si vous comparez la situation en décembre à la situation aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une amélioration globale de la situation de sécurité. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce qu'en décembre et en janvier, les affrontements avec des morts se comptant par dizaines étaient quotidiens. Je dis bien quotidiens, ou bien même plusieurs fois dans une journée, que ce soit à Bangui qu'en province. Aujourd'hui, ces pics de violence-là sont plutôt très espacés dans le temps, même si nous avons déploré des événements comme ceux de Fatima. Oui. Voilà, donc, mais il faut reconnaître que la situation s'est beaucoup améliorée. Mais là, quand on dit que la situation s'est beaucoup améliorée, ça ne veut pas dire que la situation est acceptable. Ça veut dire que dans le contexte normal d'un pays, la sécurité, c'est quoi? C'est pouvoir aller et venir sans crainte pour sa vie ou pour ses proches, pour ses biens, en tout lieu et en tout moment. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui en Centrafrique. Des progrès ont été certes faits, mais je dis que beaucoup reste à faire. Et le cœur du problème, pour ne pas me répéter, le cœur du problème a deux pieds. Premièrement, le désarmement sans ambiguïté et sans état d'âme de toutes les milices. Il n'y a pas de bonne milice. Quel est le rôle de Soriano, qui est le général qui essaie de cadrer un peu vos troupes également, les troupes de l'unité française de Sangaré? Oui, les forces françaises, je viens de le dire, comme la MISCA, font du bon travail, parce que, souvenez-vous que quand l'intervention française avait été programmée pour la République centrafricaine pour le 8 décembre, 2 jours avant, ou 3 jours avant, le 5 et le 6, Bangui a été attaqué par les anti-Balaka, qui sont devenus les invités surprises de cette crise-là. Donc le tableau a brusquement changé. Et malgré cela, l'intervention française a permis d'empêcher qu'on tombe dans un génocide. Mais comme je vous l'ai dit, la dissémination des armes de guerre, la disparition de l'armée et de la police et de la gendarmerie ont fait que la RCA était et est toujours dans une certaine mesure un vaste no man's land. Vous vous imaginez un pays aussi grand que la France, la Belgique et le Luxembourg réunis, sans armée, sans police, sans gendarmerie, en fait sans autorité? À quoi doit-on s'attendre? Donc, les forces internationales ont fait du bon travail. Mais je continue à dire que ce travail-là doit aller jusqu'au bout par le désarmement. Et aussi par l'aide, l'appui à la reconsidération ou à la montée en puissance, comme vous voulez, des forces armées centrafricaines qui travailleront avec la communauté internationale. Je vais vous donner un exemple. Tout l'ouest de notre pays, donc toute la partie frontalière avec le Cameroun et le Congo-Brazzaville, toute cette zone-là, les Séléka l'ont quitté. Le nord-ouest de nos pays. Toute cette zone, les Séléka l'ont quitté et sont dans l'est du pays. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'ouest du pays? C'est que puisqu'il n'y a pas de forces armées centrafricaines, qu'il n'y a pas en réalité de police et de gendarmerie, mais c'est les anti-Balaka qui occupent cette zone-là. N'est-ce pas? Et ça, c'est un exemple. Si les forces armées centrafricaines avaient été réhabilitées et mises en position de capacité de protection du pays, elles auraient pu occuper l'espace laissé libre par les anti-Balaka et ça permettait déjà de libérer les forces internationales de cette zone-là pour se concentrer sur les zones encore occupées militairement par Séléka ou par d'autres forces. Donc, il y a un travail de complémentarité à faire et il faut que la vision de l'intervention de ces forces-là, que je salue, que cette vision-là soit complémentaire. C'est-à-dire qu'il faut que les forces centrafricaines soient mises dans le... Je terminerai, Freddy vous posera une question. Oui, alors, vous avez plusieurs questions. Vous avez évoqué le problème de l'amnistie. C'est toujours comme ça, quand il y a plusieurs troupes qui se battent pour se positionner, et à la fin, pour pacifier les choses, il faut amnistier les uns et les autres.
Que pensez-vous de l'amnistie des responsables des crimes graves commis dans votre pays, les Balaka, les anti-Balaka, les chrétiens, les animistes et tout ça? Cet amalgame de tout ça crée une poudrière assez importante. Qu'est-ce que vous préconisez, vous? Mais la position de mon parti, le Mouvement de libération du peuple centrafricain, le MLPC, notre position est claire. Et nous avons fait un communiqué pour rendre public cette position depuis le mois de décembre 2013. Nous disons que pour qu'il y ait la paix véritable et la réconciliation véritable dans notre pays, il faut que la justice passe. Vous savez, si vous prenez les acteurs, les tireurs de ficelle de la situation qui se passe chez nous, c'est les mêmes acteurs qui sont... Vous en voulez beaucoup au président, l'ancien président de la République? Oui, à lui et à d'autres. Et ça fait 30 ans que ces mêmes bonhommes, ce sont les mêmes personnes, hein, à un ou deux exceptions près, qui alimentent régulièrement les crises. Et régulièrement, on fait des dialogues politiques, des dialogues nationaux, et on s'embrasse. Et 5 ans, 6 ans après, on recommence les mêmes choses. Donc moi, je pense qu'il faut arrêter cela. Regardez le Cambodge. Regardez Haïti. Regardez le Rwanda. Regardez l'Afrique du Sud. Et regardez la République démocratique du Congo même. On va y arriver d'ailleurs par rapport à cela. Il faut que la justice se fasse. Il faut que chacun soit reconnu coupable des actes qu'il a commis pour attenter à la vie des uns et des autres dans le cadre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes économiques, des crimes de sang. Il faut que la justice passe. Maintenant, l'amnistie, si je comprends bien, c'est un acte de souveraineté et de pouvoir qui peut intervenir après que des condamnations aient été prononcées dans le cadre de la réconciliation nationale. Mais il ne faut pas faire l'inverse. Il ne faut pas passer l'éponge sur les crimes qui ont été commis. Sinon, demain, de nouvelles vocations viendront. Parce que nos pays sont des pays pauvres. C'est des pays difficiles. C'est des pays où la tentation est forte de prendre des armes pour pouvoir usurper le pouvoir. La tentation est très forte. Donc, ou de massacrer des compatriotes. La tentation est toujours très forte. Et il faut que, puisque cela est déjà arrivé plusieurs fois en Centrafrique, il faut bien qu'on en sorte, mais par la justice. Voilà, M. Martin Zingele, plusieurs questions en même temps, et vous allez essayer de m'écouter et puis de les regrouper, de me répondre d'une manière concise. Alors, d'où vient Madame la Présidente, Catherine Samba? Parce que certaines mauvaises langues disent même qu'elle avait l'Occident dans son soutien-gorge. C'est une expression pour dire qu'elle vraiment elle est soutenue par l'Occident, etc. etc. Alors, j'ai lu une interview qu'elle a accordée dernièrement à nos confrères de Jeune Afrique, où elle dit clairement que M. Bozizé, s'il rentrait en République centrafricaine, il va être arrêté. Mais pendant ce temps, M. Djoboka se pavane librement au Bénin, où il a une résidence, il s'est construit même des villas, etc. etc. Est-ce qu'il n'y a pas une politique de 2 poids, 2 mesures? Est-ce que pour réconcilier les Centrafricains, il ne faudrait pas mettre tout le monde autour d'une table? Parce que quand même, il faut rappeler que Bozizé a été chassé du pouvoir à quelques mois de la fin de son mandat. C'est quand même quelque chose aussi qu'il faut en tenir compte. Alors, l'autre question, c'est par rapport à la sécurité dont vous avez parlé tout à l'heure. Est-il concevable dans un pays comme la République centrafricaine, qu'on estime un pays indépendant, que la présidente, pour se déplacer, ça soit le soldat de la mission Sangari qui l'accompagne, qui les sécurise? Est-ce que elle n'a-t-elle pas confiance au Centrafricain pour la sécuriser en tant que présidente de la transition? Voilà mes deux... Je vous remercie, je vous remercie. En fait, s'agissant de la première question, par rapport au sort qui est réservé à Bozizé et à Ndjotoudia, et qui devrait être réservé à Ndjotoudia, je pense que la présidente Catherine Samba-Panza s'est fondée sur la loi. Parce que vous l'avez peut-être oublié, mais il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé par la justice centrafricaine contre François Bozizé, contre certains de ses proches, contre certaines personnes considérées comme ayant porté atteinte à la sûreté de l'État, notamment par l'instrumentalisation des anti-Balaka ou des crimes qu'ils ont commis pendant qu'ils étaient au pouvoir. Donc il y a un mandat d'arrêt qui est émis par la justice centrafricaine, et il y a eu, je rappelle également qu'il y a eu une commission d'enquête qui a été mise en place par la justice centrafricaine et qui travaille par rapport à ces inculpations-là. Donc, elle n'a fait que se conformer
à la justice. Et je crois également que pour conforter la position du gouvernement centrafricain, il y a eu des mesures qui ont été prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies, par le gouvernement américain, qui ont été reconfirmées encore par la Commission des sanctions. Et pas plus tard que ce matin, j'ai appris par la presse justement que le gouvernement centrafricain a ressaisi à nouveau officiellement la CPI, la Cour pénale internationale, d'une plainte contre ces personnes-là. Et s'agissant de Njoto-Dia, si la justice centrafricaine, vous savez comment se font la justice, s'il y a des plaintes ou s'il y a un déclenchement d'une procédure par les autorités centrafricaines sur la base des faits qui incriminent personnellement Njoto-Dia ou un autre, je ne vois pas pourquoi cela ne se ferait pas. Mais ce n'est pas le cas en ce moment, d'après ce que je sais. C'est pour ça que je voudrais préciser très clairement que, selon les dispositions de la charte constitutionnelle de transition chez nous, qui font office de constitution provisoire, n'est-ce pas? C'est les mêmes principes de droit que partout. Vous pouvez accuser, mais vous apportez des preuves. Surtout au pénal, avant qu'une poursuite ne soit déclenchée. Donc, il n'y a pas de personne qui soit au-dessus de la loi, n'est-ce pas? S'agissant de la deuxième question, vous avez demandé si c'était décent que la présidente de transition soit sécurisée par les forces internationales. Je pourrais compléter cela pour répondre en même temps. C'est une question subsidiaire. C'est par rapport à ce que Freddy a dit. Beaucoup d'associations ou de militants anticolonialistes se mettent en marche pour dénoncer cet aspect des choses, en disant que voilà, la recolonisation revient en repli centrafricain. Voilà, je complète avec ce que Freddy vient de dire. Oui, je vous remercie. S'agissant de la protection de la présidente de la transition, je pense qu'elle-même, elle s'est exprimée plusieurs fois là-dessus, peut-être que vous n'avez pas été informé. Elle a dit qu'elle vit, elle donne ça comme exemple de la décrépitude de l'État centrafricain. Je ne sais pas si je ne me suis pas clairement exprimé, mais nous sommes arrivés à un moment où il n'y avait plus d'armée, plus de police, plus rien. Le 8 décembre, quand les forces françaises intervenaient en Centrafrique, il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien. Et Bozizé, il y avait déjà plus rien. Qu'a-t-il fait entre-temps pendant son mandat? Voilà, et c'est ça la bonne question. C'est ça la bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'armée centrafricaine s'effondre? Parce que tout simplement, Bozizé, qui a pris le pouvoir en mars 2003, s'est mis en tête à se méfier de l'armée. Je vais vous donner des exemples précis. Quand il a pris le pouvoir et qu'il y a eu des élections en 2005 auxquelles j'ai participé, la France a pris la tête d'un groupe de la communauté internationale pour faire la réforme du secteur de sécurité, le fameux programme RSS. La France a envoyé des officiers militaires français, des officiers généraux, des officiers supérieurs, pour encadrer cette réforme-là. Et dans le cadre de cette réforme, les pays voisins, et ça on ne le souligne pas assez, le Tchad, le Soudan, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, ont chacun formé des bataillons qu'ils ont mis à la disposition, former des bataillons avec des Centrafricains, le Burkina même plus loin, former des bataillons, et avec armes et véhicules pour donner à l'État centrafricain, pour l'aider à constituer une armée. Vous savez ce que Bozé en a fait? Il les a tous démantelés. Il les a démantelés, ces unités-là, par crainte de coup d'État. Il a confié la direction de l'armée à son propre fils, qui n'a aucune compétence militaire, qui était juste un appelé volontaire dans l'armée française, parce qu'il est de nationalité française. Donc c'est tout. Et les responsables militaires qui ont été formés pour faire le job faisaient l'objet de méfiance. C'est pour ça qu'on n'avait pas d'armée. Deuxièmement, 2008, le président Omar Bongo, paix à son âme, s'est battu avec ses pairs de la CEMAC pour donner 8 milliards de francs CFA au gouvernement centrafricain. 8 milliards de francs CFA, ça fait au moins 120 millions d'euros. Énorme. Au gouvernement centrafricain. Pour l'aider à démobiliser, à désarmer ou à réinsérer dans le cadre du programme DDR les mêmes mouvements de rébellion qui ont formé Séléka. C'est-à-dire l'UFTR de Njoto-Dia, la CPJP de Abdoulaye Hissène, Dafan, etc., etc. Ce sont ces mêmes mouvements qui devaient être démobilisés là. L'argent qui a été donné par la CEMAC à cette fin a été détourné par François Bozizé. Nous étions le seul, mon parti, moi-même, nous avions été le seul à dénoncer cela. Et on nous a traités de menteurs. Et après, on a reconnu que ces fonds-là ont été dilapidés par François Bozizé et ses ministres et ses proches.
Et donc, résultat des courses, si j'ose dire, nous n'avions pas d'armée pour nous défendre en cas d'agression et nous n'avons pas fait la paix avec ceux qui menaçaient la sécurité du pays. C'est pour ça que quand la rébellion de Séléka a commencé, mais en moins de 15 jours, ils avaient occupé plus de la moitié du pays. Et vous vous rappelez, en décembre, il a fallu que l'armée tchadienne vienne s'interposer à Damara pour empêcher que le régime ne tombe. Donc, c'est la vraie question que vous avez posée. Comment on a fait pour arriver dans un pays après 50 ans d'indépendance, sans armée, sans police, sans gendarmerie, alors, sans rien. Les sentiments anti-français et anti-tchadiens là-bas, comment on peut... Mais quel est le rôle d'abord du Tchad, Voilà, c'est pour ça que je parlais de ça. Moi, je veux vous rassurer, vous me donnez là l'occasion de mettre les doigts vraiment dans la plaie. Voilà. Qui a amené les Tchadiens en Centrafrique pour la première fois? Pour prendre le pouvoir. Jotodia? Pour prendre le pouvoir. Ah oui, c'est le... Qui a amené les Tchadiens pour la première fois en Centrafrique pour prendre le pouvoir? C'est bien François Bozizé. Oui, c'est notre ami Bozizé, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Il avait dans sa garde prétorienne un régiment, un détachement tchadien qu'il a toujours protégé. Il s'est brouillé avec le Tchad pour des raisons qu'il connaît. Jotodia a fait la même chose. Il est venu au pouvoir avec des mercenaires tchado-soudanais qu'il a recrutés par-ci, par-là. Donc, je ne vois pas... Avec quelques amis de l'ACMI à l'intérieur. Peu importe, mais c'est le modus operandi. C'est la même chose en droit. Ils ont commis les mêmes délits ou les mêmes crimes. Donc, je ne vois pas Bozé en meilleure posture que Jotodia ou Jotodia en meilleure posture que Bozé. Ils ont fait la même chose. Donc, ce qui est important, c'est d'avancer. Comment on en est arrivé là? Parce qu'on n'a pas fait confiance à notre armée. On n'a pas fait confiance à notre police, on n'a pas fait confiance à notre gendarmerie, on n'a pas mis les moyens que d'autres nous ont donnés. Parce que la CEMAC nous a donné de l'argent qui ne nous appartenait même pas. La communauté internationale et la France nous ont donné de l'argent qui ne nous appartenait même pas pour nous aider à construire une armée. Et c'est comme quelqu'un à qui vous donnez des semences et il préfère manger les semences et attendre la saison des soudures. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais il meurt parce qu'il a mangé les semences au lieu de les planter. C'est ça la situation. Donc. Et aujourd'hui, tout le monde dit que nous sommes dans une démarche psychologique en Centrafrique de rechercher absolument le coupable de nos malheurs à l'extérieur du pays. Mais il y a 35 ans, Jeune Afrique, pour ne pas le citer, titrait un article, le Tchad, État néant. Qu'est-ce qui s'est passé au Tchad? C'est que les fils de ce pays, à un moment donné, à la direction du pays, ont décidé de mettre fin à leur turpitude, de construire une armée, de construire le pays, de valoriser leurs ressources naturelles. Et maintenant, c'est un pays qui marche. Ils ont une armée, ils ont de l'argent, ils projettent même leurs forces jusqu'au Mali. Ils sont un pays qui marche. Et naturellement, quand vous êtes grand, comme disait Lénine, quand vous êtes grand, vous avez tendance à vouloir occuper de l'espace. Oui. N'est-ce pas? Et c'est à chaque pays... Non, je n'ai pas fini. Voilà. C'est à chaque pays d'être... C'est à chaque peuple, à ceux qui se prétendent dirigeants d'un pays, de prendre conscience de leurs responsabilités historiques par rapport à leur peuple et de construire les éléments constitutifs de leur indépendance. Si vous vous plaignez du chien de votre voisin alors que vous n'avez pas de chien, mais vous aurez toujours chez vous le chien de votre voisin. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Amadou Touré qui l'a dit. Donc il faut arrêter de pleurnicher. Il faut apprendre à se battre pour construire son pays dans la dignité, dans le respect des autres pays, dans le cadre du bon voisinage, et nous serons debout. Mais si nous nous plaignons aujourd'hui du Tchad, demain du Soudan, après-demain du Cameroun, et que nous ne faisons rien pour être debout, mais le problème ne sera pas résolu. C'est pour ça que je ne m'inscris pas dans cette démarche de pleureuse. C'est comme les veuves, une femme, elle pleure, elle est morte, et puis ça s'arrête là. Moi, je suis dans la démarche de quelqu'un qui dit, s'il y a des gens qui sont vivants et qui sont malades, unissons-nous pour les soigner, pour qu'ils soient en bonne santé et qu'ils soient debout, au lieu d'attendre que les gens meurent pour passer notre temps. Alors, beaucoup de gens pleurent parce que Bozizé est parti avec la banque, parti avec beaucoup d'argent de la CEMAC, etc. Et derrière cette manne financière, il est derrière les anti-Balaka et quelques partisans qui sont derrière lui. Vous croyez que c'est vraiment la paix et est à l'horizon avec la manne financière de Bozizé derrière les anti-Balaka? Vous savez, moi, je ne sous-estime pas le phénomène des anti-Balaka. Parce que si vous regardez le mode opératoire des anti-Balaka, ils ont des appuis intellectuels. Ils ont des appuis intellectuels. Dans une partie de la sphère politique, mais aussi dans une partie de la sphère nationale, qui tendent à les présenter comme des héros, comme des justiciers, comme des libérateurs, etc., etc. Et ce qui est grave, c'est que dans ce discours,
il y a un discours xénophobe et un discours d'exclusion d'une partie de la communauté nationale. Et il ne faut pas sous-estimer ça. Et la réconciliation s'éloigne d'ailleurs. Parce que c'est la naissance d'une démarche, je pèse mes mots, fasciste. Aimer son pays, c'est pas tuer celui qui n'est pas dans votre pays. Et d'ailleurs, c'est un proverbe africain qui dit que si vous avez beaucoup d'étrangers dans votre village, c'est que votre village est bon à vivre. Parce que s'il n'y a, pas de bonne terre dans votre village, s'il n'y a pas de bon pâturage, s'il n'y a pas de bon terrain pour cultiver, s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas des arbres pour faire du feu facilement, etc., personne ne viendra dans votre village. Si les gens viennent dans votre village, c'est le signe que vous gérez bien votre village et que votre village est bon à vivre. Parce que les Peuls disent que quand vous allez quelque part, vous ne vous asseyez pas au soleil, vous vous asseyez toujours à l'ombre. N'est-ce pas? Donc le fait que nous ayons chez nous des Centrafricains de diverses croyances, de diverses origines, c'est une richesse pour notre pays. Et pour ce qui me concerne, je n'accepterai jamais un discours qui tend à catégoriser des citoyens selon leur confession, selon leur opinion, selon leurs origines. Et ça, il faut qu'on s'en... Et c'est ça le fond de commerce d'Anti-Balaka. Je ne dis pas que les Séléka n'ont pas commis des crimes. Ils ont commis même de graves crimes dans le pays. Mais aujourd'hui, Séléka n'est plus au pouvoir. Et si la lutte d'Anti-Balaka, c'est d'avoir fait en sorte que Séléka ne soit plus au pouvoir, Séléka n'est plus au pouvoir. Donc on ne peut plus comprendre la perpétuation de cette lutte, que des pauvres Peuls soient abattus et que leurs troupeaux soient arrachés. Je ne vois pas le lien qu'il y a entre ça et une lutte héroïque pour son pays. Donc je crois qu'il faut être lucide par rapport à ces phénomènes-là d'exclusion, de fascisme que nous condamnons en Europe, que nous condamnons ailleurs. Il faut les condamner aussi dans nos pays. Alors je poserai une question, Freddy posera deux questions. Alors ma question est la suivante. On voit votre pays est en proie d'une, si on veut, d'une implosion, si vous voulez. Il y a des voisins qui vous entourent. Les Tchadiens sont là, sont en train de récupérer votre richesse, des ressources naturelles. Les Sud-Africains sont aussi là-bas. Et on voit le Cameroun jouant avec des politiciens pour tirer des ficelles, et le Congo-Brazzaville. Est-ce que vous allez vous en sortir avec tout cela? Non, moi, je n'ai pas les mêmes éléments d'information que vous par rapport à des pays voisins qui pilleraient des ressources naturelles. Je n'ai pas les mêmes informations que vous. Je tiens à être très clair là-dessus. Moi, je suis responsable... Mais ils y sont. Je suis responsable d'un parti politique et nous avons l'ambition, comme tout parti politique, de gérer un jour la RCA et nous travaillons sur des faits. Nous travaillons sur des faits. S'il y a des éléments avérés que des pays voisins pillent des ressources naturelles en Centrafrique, et naturellement, je serai le premier à condamner cela. Mais je n'ai pas les mêmes informations. Deuxièmement, la présence des troupes sud-africaines, des Sud-Africains ou bien des pays voisins n'est pas placée au même niveau. Je vous rappelle que quand la rébellion a éclaté, c'est nous qui avons fait appel, c'est-à-dire le gouvernement centrafricain à l'époque, avec François Bouzet, qui a fait appel aux troupes des pays de l'Afrique centrale pour venir renforcer. Et je vous rappelle même que ces troupes-là étaient là déjà depuis plus de 15 ans, plus de 10 ans. Donc ce n'est pas aujourd'hui que des troupes étrangères sont venues en Centrafrique. La bonne question, comme celle que vous m'avez posée par rapport à la fragilité des systèmes de défense et de sécurité, c'est de savoir comment se fait-il que dans un pays comme le nôtre, une fois qu'on a eu des problèmes et que les uns et les autres sont venus nous aider, 15 ans après, on n'arrive pas à s'autonomiser. Je pense que c'est ça la question. Et je crois que toute politique digne de défense dans notre pays aujourd'hui, au-delà des querelles de personnes, au-delà des recherches perpétuelles de boucs émissaires, doit, comme De Gaulle l'a fait à la Libération en France, c'est de construire un système de défense autonome avec l'aide et l'appui de la coopération des pays voisins et de toute la communauté internationale, d'avoir un pays qui est capable de se défendre, au moins pour les premiers périls. Voilà. Monsieur Martin Zunguélé, est-ce que le Centrafricain ne regrette-t-il pas aujourd'hui l'empereur Bokassa, malgré son côté ostentatoire? Aucun coup de feu n'a été tiré. À son époque, il n'y avait aucun coup de feu et qu'aujourd'hui, le pays est presque en lambeaux. Là. Il faut arriver à les ramasser. C'est vrai, le pays est en lambeaux. Mais je rappelle pour l'histoire que mon parti, le MLPC, a été créé ou s'est créé dans la lutte contre Bokassa. J'avais 22 ans à l'époque, on était tout jeune et on était dans la jeunesse du parti.
on a lutté contre Bokassa parce qu'il a créé l'Empire. Bokassa, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le pays. Il a beaucoup, en fait, tout ce qui est debout, en réalité, en Centrafrique, Bangui, l'université, l'hôpital, tout ce que vous trouvez, les routes, l'aéroport, c'est Bokassa qui les a construits. C'est une réalité incontournable. Oui. Il a beaucoup fait pour son pays. Mais en même temps, je pense qu'à un moment donné, il a commencé à détruire ce qu'il a fait parce que tout simplement, il a été pris d'une folie de grandeur, il s'est fait empereur, et il s'est détourné de l'objectif initial qu'il a. Et je vais même plus loin, l'agriculture en Centrafrique. La seule fois où nous avons fait 60 000 tonnes de coton, alors que le coton était introduit en Centrafrique depuis 1921, c'est avec Bokassa. Il a réalisé de grandes choses. Mais malheureusement, la folie de grandeur a fait que, après 1976-1977, il a commencé lui-même à détruire tout ce qu'il a fait. Est-il vrai qu'il était anthropophage? Non, je ne pense pas. Je pense dans les congélateurs, il n'y avait pas... Non, ça c'est le président Dako qui avait dit cette malheureuse phrase, c'est repris après pour dire qu'il disait ça juste pour rigoler. Et je pense que il a dit plusieurs fois après que c'était faux, que c'était faux, que c'était faux. Donc il y a aucune preuve et je pense qu'il faut laisser la mémoire de Bokassa en paix. Il n'a jamais été anthropophage. Alors vous avez été Premier ministre à l'époque de Patassé, je l'ai énoncé à mon intro, et les gens vous accusent que vous avez participé aussi à mettre ces pays à genoux. Aujourd'hui vous êtes pressenti président de la République par rapport aux élections de 2015. Comment répondez-vous à vos détracteurs et comment voyez-vous l'avenir par rapport à ces pays? Comment vous allez vous organiser? Vous êtes ici en France pour récupérer du soutien de la France, parce que vous êtes ici depuis février, il me semble. Non, c'est absolument faux. Je suis arrivé il y a juste 10 jours de Bangui. Je suis arrivé il y a juste 10 jours de Bangui. Ouais. Vous avez bien fait de me poser la question pour que je rétablisse la vérité. Mais votre ombre était là depuis février. Décidément, on me voit partout, mais je viens de Bangui. Je suis arrivé ici la veille du 1er juin. Vous avez un don d'humilité. Donc, voilà. Donc ça fait juste 8 jours, 9 jours que je suis en France. Voilà. Et je repars d'ailleurs à Bangui dans la semaine qui vient. Donc je suis établi à Bangui. Pour revenir au problème des responsabilités, vous savez, je l'ai toujours dit depuis que j'ai pris la tête du parti, et même quand j'étais Premier ministre, j'ai dit que s'il y a une tendance naturelle à dire, à écouter, tout ce qui est mauvais, c'est les autres qui l'ont fait, et tout ce qui est bien, c'est moi qui l'ai fait. Il y a une tendance naturelle de l'homme à dire ça, c'est-à-dire à rejeter tout ce qui est mauvais vers les autres, et puis à ne vouloir assumer que ce qui est bien pour se valoriser. Quand vous avez été Premier ministre dans un pays qui connaît 1000 difficultés comme la RCA et que vous avez été appelé à prendre 1000 décisions par jour, naturellement, vous êtes responsable à un niveau donné de la situation de votre pays. Je ne suis pas dans l'état d'esprit de dire que quand j'étais Premier ministre ou après comme président du parti, je n'ai posé que des actes que je devrais poser et que je ne me suis pas trompé quelque part ou que je n'ai pas fait quelque chose que je devrais faire quelque part. Si notre pays est tombé jusqu'à ce stade-là, nous en sommes tous responsables. Chacun à son niveau, nous sommes tous responsables de cette situation. Donc, vraiment, je crois que ce qui est important, c'est de prendre conscience du fait que la volonté de chaque citoyen doit constituer son guide, c'est-à-dire la conscience patriotique. C'est un terme qui est galvaudé, mais il a un sens. La conscience que nous avons un pays, qu'il faut le construire et que personne d'autre ne le construira à notre place, même si quelqu'un d'autre nous appuie. La conscience que nous sommes tous des citoyens de ce pays et que nous devons nous juger sur ce que nous apportons à notre pays plutôt que ce que nous sommes nous-mêmes, etc. C'est des choses assez simples à énoncer, mais qui sont fondamentales. RDC et RCA. Les questions. Un pays. Oui, avant la question sur la RDC. Monsieur le ministre, la question serait posée par rapport à tout ce qui se passe, les enjeux qui prévalent entre la RDC et, bien entendu, la République centrafricaine. Voilà, mais avant qu'on y arrive là, Roger, je voulais rebondir sur une question par rapport à la vôtre. Est-ce que il y aura véritablement les élections en 2015? Vous n'avez pas répondu effectivement à cette question. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, parce que lorsqu'on lit, lorsqu'on écoute, lorsqu'on entend même certains rapports au niveau des Nations Unies,
on a l'impression que Madame la Présidente fait du surplace avec son équipe actuelle. Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'en 2015, vous irez aux élections? Non, je vais vous répondre de manière très simple. Ce qui est important, ce n'est pas de dire est-ce que c'est sûr ou n'est pas sûr. Ce qui est important, c'est qu'un cap doit être fixé et tout le monde doit être tenu à ce cap-là. Vous voyez, les élections, c'est la condition de retour à la stabilité en RCA. Pourquoi? Parce qu'il y aura une direction légitime du pays. Et je plaide pour ma part pour qu'il y ait des élections le plus tôt possible. Et si possible à la date fixée. Et si ce n'est pas à la date fixée, mais il faut qu'un cap clair soit fixé. Il faut absolument que nous sachions à quelle date auront les élections. C'est la condition de sortie de crise. Et ça permet, oui, c'est la condition essentielle. Regardez le Mali. Regardez le Mali. Quand il y a eu les élections au Mali, la question de la direction du pays a été réglée. La question de querelles de personnes, Sanogo, etc. Tout ça, ça a été réglé. Puisque maintenant, il y a un chef d'État élu. Et naturellement, il y a des chantiers lourds, comme la réconciliation, etc., qu'il doit mener. Et c'est normal. La reconstruction de l'armée qu'il doit mener. Et c'est normal. Ça fait partie du mandat du chef de l'État élu. Chez nous, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé à Libreville en janvier 2011. On a décidé d'une transition. Puis, 3 mois après, il y a eu un coup d'État. Et nous avons tenu à rester dans l'esprit des accords Libreville, c'est-à-dire à organiser les élections à une date donnée que la feuille de route a fixée en février 2015. Il faut que tout soit mis en œuvre pour que cette date soit tenue. Si par extraordinaire, cette date ne devrait pas être tenue, il faut qu'une autre date soit fixée très rapidement et que tout soit mis en œuvre pour que ce délai soit respecté. Parce que sinon, nous allons continuer à nous poser des questions sur la pertinence de tel ou tel schéma, sur qui doit prendre telle décision, qui doit faire quoi, et nous allons tourner en rond, excusez-moi le terme. Et le pays ne pourra que de continuer à se dilater. Avant que Freddy rentre dans la géopolitique, dans la région de l'Afrique centrale, on parle de l'Afrique centrale, je poserai la question concernant cet élément fondamental que souvent les gens disent, et aussi on l'attend dans les couloirs ici, dans les administrations, dans les chancelleries, les gens disent que les trésors français payent les fonctionnaires banguissois. On dit banguissois, il me semble. Oui, banguissois, oui. Ben, centrafricain, peut-être c'est mieux parce que les fonctionnaires, c'est pas seulement banguissois. Oui, voilà. Non, je n'ai pas honte à dire qu'il y a eu un appui budgétaire de la France à la République centrafricaine, et cet appui budgétaire, naturellement, a servi non seulement à payer quelques mois de salaire, mais aussi à faire fonctionner l'État et à fournir les services sociaux de base. Est-ce que vous croyez que vous pouvez avoir une indépendance avec de tels... C'est dans la même démarche que c'est inscrit également l'Union européenne, le FMI, la Banque mondiale, et je les remercie et je les salue. Je pense que si vous posez cette question, elle est légitime. C'est-à-dire, est-ce qu'un État peut accepter que ses fonctionnaires soient payés les uns par les autres? Par les trésors, les trésors français. C'est autre chose. Mais encore faudrait-il qu'il y ait un État. Parce que c'est ça la question que je vous expose depuis que nous sommes en entretien. Je vous ai dit qu'il y a eu l'effondrement de l'État centrafricain. Tout a implosé du jour au lendemain. Plus de services financiers, plus de services de douane pour récupérer les droits de douane, plus d'impôts, plus de police, plus de gendarmerie, plus de l'armée pour faire respecter la loi, etc. Et plus de pays. C'est dans ce schéma que nous avons amorcé la sortie de crise avec l'intervention des forces internationales. Et aujourd'hui, comme vous le savez tous, la maladie vient vite mais repart très doucement. Donc tout ce qui a été désorganisé est en train d'être remis en place, et le soutien de la communauté internationale, y compris la France, permet effectivement de payer les fonctionnaires civils de l'État, je pense jusqu'en février 2015, en attendant que l'État ait les moyens de prendre le relais. Parce que la réalité, c'est que les ressources de l'État se sont totalement effondrées. Freddy. Alors, où se trouve François Bouziza actuellement? On sait qu'à un certain moment, sans papier, il avait voulu traverser la frontière belge, et puis les Belges l'avaient récupéré pour les restituer aux autorités françaises. Où s'il trouve actuellement? Est-ce qu'il est en France? Il est en Belgique? Il est en Hollande, au Cameroun? Il est où? Non, il n'est certainement pas en France. Ah bon? Parce que sinon la France n'aurait pas soutenu auprès des Nations Unies une décision pour lui interdire de voyager. Ça veut dire qu'il est en dehors de au Cameroun alors? Bon, non, je ne pense pas qu'il soit au Cameroun. On dit,
parce que je ne suis pas en contact avec lui, je n'ai jamais été d'ailleurs en contact avec lui. On nous fait savoir qu'il est en Europe de l'Est, sans précision. Ah bon? Donc c'est peut-être entre... Il est en Serbie, entre, enfin, je sais pas. l'Ouganda, l'Éthiopie, le Sud-Soudan par là, ou en Afrique du Sud, je n'en sais rien, absolument rien. Je n'ai aucun contact avec lui. Mais comment il est sorti de la France alors que la France... Je n'en sais absolument rien. C'est ça, parce que... Parce qu'il ne constitue pas pour moi un sujet de préoccupation. Oui. Alors, il y a 1200 km entre, à peu près 1200 km entre la RDC et la République centrafricaine. Si je m'abuse. Hein, de frontières. De frontières. Oui. Dites-moi, comment voyez-vous la sécurité entre ces deux pays? Il y a 500 militaires RDSois, sont de plus 500. Alors vous allez 800, nous dire 800 et quelques. Il y avait 500 au départ, puis il y a eu 300 arrivés après. Et comment voyez-vous les relations entre ces deux pays où le président Kabila Kinshasa n'a pas vraiment la légitimité et où il n'a pas le soutien de son peuple? Non, je ne me permettrai pas de parler de la légitimité du président Kabila. Je pense que ça, c'est un problème qui relève des citoyens de ce pays-là, qui choisissent leurs dirigeants comme ils l'entendent et qui le reconnaissent ou qui ne le reconnaissent pas. Je voudrais être très clair là-dessus. Il ne me revient pas en tant que centrafricain de juger de la légitimité des chefs d'un pays à l'étranger. Mais par contre, ce que je dois dire, c'est que la République démocratique du Congo et la République centrafricaine sont des pays frères. Ce sont des pays frères. Nous avons 1200 km de frontière, comme vous l'avez dit, et 3/4 de cette frontière-là, c'est le fleuve Ubangi, et c'est les mêmes populations qui sont d'un côté et de l'autre du fleuve Ubangi. Et vous connaissez... C'est le même peuple d'ailleurs. Ah oui, et Bangui est situé en face de Zongo, et c'est les populations originaires de Bangui, des environs de Bangui, qui sont à Zongo. Quand vous le voyez clairement, quand les populations par les pirogues vont au champ d'un côté et de l'autre, en tout cas, c'est un peuple uni. Et je crois que la géographie, c'est une donnée, comme dirait quelqu'un, intangible dans la vie des deux pays. Et je ne peux qu'en tant que centrafricain que saluer l'appui du Congo, et d'autant plus saluer l'appui du Congo que le Congo a lui-même des problèmes de sécurité dans sa frontière est, et le fait que les autorités congolaises aient décidé de se joindre à ce mouvement de solidarité pour appuyer, pour sauver le peuple centrafricain, je ne peux que saluer cela. Saluer cela, tu vas répondre après. Saluer cela, mais quand on envoie des soldats, on doit les payer quand même. Il y a plus de 300 soldats qui ne sont pas payés. Oui, c'est vrai. Vous savez, nos pays sont nos pays, c'est-à-dire avec leurs propres réalités, leurs propres difficultés et tout. Je ne pense pas que la décision a été prise de ne pas payer, mais qu'il y a des retards, c'est vrai, qui vont... Une grande négligence, comme toujours ça a été. Ils doivent se payer sur les dos de paisibles citoyens. Non, s'ils ne sont pas payés. Je ne pense pas que c'est le cas. Mais je dois vous dire une chose, c'est que les prestations des soldats de la République démocratique du Congo sont très appréciées en Centrafrique. Ça veut dire que vous avez une armée qui est debout et qui fait son travail normalement. Et qui n'arrive pas à sécuriser l'Est du Congo. Y compris sur le plan international, ce que moi, centrafricain, je n'ai pas. Vous avez parlé de l'Est de la République de Congo. Oui, mais les soldats congolais qui vont sécuriser Bangui alors que l'Est est complètement poreuse et ils n'arrivent même pas à attraper... le président Eyadema, qui est un grand Africain et paix à son âme, avait l'habitude de dire que si la case de votre voisin brûle, vous ne courez pas pour prendre le feu là-bas pour venir mettre dans votre maison. Il faut l'éteindre. Vous l'aidez à éteindre le feu chez lui pour ne pas que ça atteigne votre case. Et je pense que c'est ce que les dirigeants congolais font. C'est-à-dire il y a le feu en Centrafrique. Je vous ai dit que la particularité de la République centrafricaine, c'est d'avoir des frontières avec 6 pays. Et toujours de très longues frontières, avec les mêmes populations, comme je dis, d'un côté et de l'autre. La preuve, c'est que dès qu'il y a des problèmes en Centrafrique, on a plus de 100 000 réfugiés centrafricains en Congo démocratique. Et quand on dit 100 000, c'est des statistiques officielles. Parce qu'il y en a qui vont dans leur famille, qui vont dans des familles, qui ont des liens de parenté et qui ne se font pas recenser. Mais le poids pour le Congo est important. Et je pense que la réaction des autorités congolaises, ou tchadiennes, ou camerounaises, ou Congo-Brazzaville, d'envoyer des troupes pour essayer de stabiliser, de ramener la paix dans un pays voisin avec qui ils ont une longue frontière, c'est une décision politique de réalisme. Alors, comment voyez-vous l'expulsion entre guillemets, ce qu'ils disent eux là-bas, les Zaïrois à Brazzaville, cette agression? Vous avez suivi quand même?
Oui, 200 000 oui, j'ai Zaïrois. suivi ce qui s'est passé Congo, entre le Congo démocratique et le Congo Brazzaville et par rapport à l'expulsion des citoyens du Congo démocratique au Congo Brazzaville. Et je ne peux que, en tant qu'Africain, je ne peux qu'être ému de cette situation. Et c'est vrai que... Vous ne condamnez pas, vous ne voulez pas froisser vos amis de Congo Brazzaville. Oui, vous ne condamnez pas, mais vous êtes ému. Vous savez, vous atténuez. Nous sommes dans la position d'un frère qui se retrouve entre deux frères qui sont en querelle. Oui. Et si j'ai des choses à dire à un frère, je le dirai séparément, pas publiquement. N'est-ce pas? Parce que je ne veux pas ajouter de l'eau à la querelle. Il est normal que moi, je sois ému par le fait que des Congolais démocratiques soient expulsés de Congo-Brazzaville ou que des Congolais de Brazzaville soient expulsés d'Angola ou d'ailleurs. Parce que cela s'est passé aussi il y a quelques années. Donc, parce que tout simplement, moi je suis panafricaniste et je crois que partout dans les pays africains où nous sommes, dès le moment où nous remplissons les conditions légales pour rester dans ce pays-là, nous devons y vivre et jouir des mêmes droits, des mêmes devoirs que tous citoyens, respecter la dignité des uns et des autres. Donc c'est pour ça que je parlais d'émotion. Voilà. Alors, Freddy, voilà, on va terminer avec deux questions. Oui. Deux questions terminent avec des questions. Moi, ma question elle est plus simple. Il y a des réfugiés qui sont rentrés en RDC, venant de l'autre pays, la République centrafricaine, nos voisins, nos frères, il faut le spécifier, hein, parce que c'est quand même cette frontière-là, on parle presque la même langue, même dialecte, donc on se comprend vite fait. Mais il y a 150 000 réfugiés là-bas. Et à l'intérieur de ces réfugiés, il y a des hommes armés, comme on se retrouve avec l'histoire du Rwanda en 1994. On se retrouve avec la même histoire, Bits Repitas, c'est l'histoire qui se répète. Mais justement, et votre question est une fois encore très bien posée, parce que c'est justement ça qui justifie la réaction des autorités. Parce que vous savez, quand il y a des mouvements de masse, il y a là-dedans des hommes qui ont diverses intentions. Il y a des gens qui sont bien intentionnés, qui fuient pour protéger leur peau, mais il y en a aussi qui sont mal intentionnés, qui fuient avec des armes et autres pour semer le désordre. Et moi, ce que vous dites, je l'avais déjà souligné. J'ai dit que le problème de la RD Congo a commencé avec quoi? À l'Est. Ça a commencé avec l'afflux des réfugiés du Rwanda et du Burundi dans l'Est du Congo. Ouais, c'est comme ça que le problème est né. Donc, le fait qu'il y ait des réfugiés qui partent de Centrafrique vers les pays voisins, mais il y a des abcès de fixation qui vont se créer et on ne sait pas qu'est-ce qui peut, si rien n'est fait, qu'est-ce qui peut se développer. C'est pour ça que ces pays-là ont réagi de manière réaliste en envoyant des troupes pour sécuriser l'intérieur de la RCA. Mais dans un deuxième mouvement, il faut qu'elle appuie les efforts des autorités centrafricaines pour le retour des réfugiés en Centrafrique. Parce que les mouvements de réfugiés, c'est une bombe atomique. C'est une bombe atomique. Alors, que pensez-vous pour terminer? Vous allez terminer et puis vous allez conclure. Freddy, tu termines, tu vas terminer et tu conclus. Moi, je termine avec cette question. Que pensez-vous de Paul Kagame? Parce que d'aucuns disent que voilà, c'est un Pol Pot de l'Afrique. Hitler. Oui, Pol Pot aussi. Oui, Hitler aussi de l'Afrique. Alors, que pensez-vous de tout cela? Et quand on voit aussi son pays qui avance économiquement. Non, je pense que... Ça vous fait sourire peut-être? Oui, vous êtes ému? Non, je ne suis pas ému, mais je pense que le président, je vous répondrai très franchement, le président Kagame a un résultat économique dans la conduite de son pays, mais il est visible qu'il y a des progrès à faire en matière de relations avec les pays voisins. Et puis, si j'en crois ce que j'entends dans la presse, il y a des efforts à faire encore aussi en matière de liberté des droits de l'homme. Je le dis sans chercher à froisser qui que ce soit ou sans chercher à accabler. Mais si je m'en fie à ce qu'on entend, les efforts sont réels pour la promotion, pour le développement économique. Mais le développement, c'est un tout. Il faut s'occuper également des problèmes de liberté, des opposants. Il faut, si vous voulez, mon opinion à moi, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, on dépasse, qu'on ne soit pas prisonnier de l'histoire dans tous les sens du terme. Et tout en n'oubliant pas le passé, qu'on ne soit pas prisonnier de l'histoire et qu'on regarde devant. Parce que c'est ça qui est essentiel. Voilà. Alors moi, mes deux dernières questions avant que je puisse faire la conclusion. La première, ça vous touche personnellement. Ça fait au moins 3 élections auxquelles vous participez, aux élections présidentielles. Il y a souvent des embûches, il y a des difficultés, etc. etc. Qu'est-ce qui nous dit que la 4e, là, sera la bonne en 2015 si
entre guillemets, il y a des élections. La seconde question, c'est par rapport à Jean-Pierre Mbemba. D'après certaines sources, on nous dit s'il se retrouve à la CPI, c'est pas tant qu'il ait fait traverser ces soldats du MLC au niveau de Bangui, mais c'est simplement et uniquement parce que ces soldats, en accord avec lui, ont pillé la banque centrale de Bangui. Est-ce que vous avez le... Non, je réponds à la deuxième question. Voilà, d'abord, non, il n'y a pas eu de pillage de banque centrale. La banque centrale, j'étais Premier ministre. Quand ces événements malheureux ont lieu, la banque centrale n'a jamais été pillée par qui que ce soit. Donc ça, je pense que ça, il faut mettre ça au compte justement de ce que je disais, des fausses informations, des fausses rumeurs. Et ça ressemble à de l'acharnement, tout simplement. C'est faux. J'étais Premier ministre, il n'y a jamais eu aucune banque en Centrafrique, et encore moins la banque centrale n'a été attaquée par qui que ce soit. Y compris pendant les troubles récents. Donc ça, je pense qu'il faut écarter ça. Deuxièmement. Ça, c'est clair, ça, voilà. c'est clair. Non, ça, au moins que ça soit clair. Je pense qu'il ne faut pas non plus... il faut pas non plus dire des choses qui sont fausses. Oui. Voilà, donc c'est pas vrai. Les soldats du MLC n'ont jamais attaqué une banque à Bangui, même si des domiciles privés ou des biens privés ont été attaqués, ça pillé, c'est vrai, mais la banque centrale, ni aucune banque n'a été attaquée ni pillée. Ni pendant ces événements, ni par la suite. Donc ça, je suis formel là-dessus. Deuxièmement, par rapport aux élections, vous savez, moi je suis un démocrate. Je suis un démocrate. Et on peut tout vous dire par rapport à Martin Ziguélé, sauf que j'ai pris des armes un jour contre mon pays. C'est pour ça que régulièrement je vais aux élections. Et quels que soient les Vous êtes toujours battu. Et je suis battu parce que tout simplement... À la régulière ou... quel que soit à la régulière ou à l'irrégulière, j'ai toujours opté pour une lutte pacifique, une lutte démocratique. Parce que je suis convaincu que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour se lèvera. Donc, je fais confiance au peuple, je fais confiance au jugement du peuple. Et si la volonté des Centrafricains et la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse consacrer... je puisse avoir l'opportunité de me consacrer à mon pays et que mon parti me demande de le faire un jour, ça pourra peut-être se réaliser. Si telle n'est pas la volonté de mon peuple, ce sera donc la démocratie et je respecterai toujours cela. Donc, mais je suis toujours un démocrate, un patriote qui pense que ce pays-là a tout pour vivre dignement, en bon terme avec l'ensemble de ses voisins. Et d'autres, de ne pas simplement produire du diamant, mais d'être aussi une facette du diamant que constitue l'Afrique. Parce que l'Afrique en entier est un diamant. Et la facette centrafricaine doit briller comme la facette RD Congo, comme la facette Congo, comme la facette Tchad. Je dois intervenir, je ne devais pas intervenir, mais je pose une petite dernière question par rapport à votre réponse là. Derrière ces troubles, derrière la présence de la MISCA, derrière la présence de Sangari, derrière ces militaires des résolutions des Nations Unies, et on a découvert une plaque importante pétrolière chez vous. C'est pour ça que les gens se battent pour ça, parce qu'il y a Elf qui est là-bas aussi. Est-ce que c'est pas ça la raison? Non, là encore, c'est une fausse information. Il n'y a pas Elf en Centrafrique, ni Total d'ailleurs, parce que Elf n'existe plus. Ouais, Elf est Total. Voilà. Total n'est pas en Centrafrique, à ma connaissance. Ce qui est sûr, c'est que sur le plan géologique, la moitié sud de la RCA, de mon pays, est le prolongement du Congo démocratique. Ouais, c'est le même bassin. C'est pour ça que vous retrouvez les mêmes minéraux qui sont à RD Congo, dont le diamant, mais aussi dont l'uranium et le cuivre. Oui. Parce que c'est le même substrat géologique. Oui. Et puis, la moitié nord de la RCA, c'est le bassin du Chari, du Logon et du Salamat. Et vous trouvez les mêmes ressources que vous trouvez au Soudan et au Tchad, vous les trouvez en Centrafrique, dont ces réserves de pétrole que vous évoquez. Mais je pense que ces richesses-là sont au service des hommes et des femmes qui vivent dans nos pays et que nous allons comprendre un jour que c'est l'exploitation de ces richesses qui permettront à nos États de se construire et d'être dans un endroit où il fera bon vivre pour l'ensemble des fils de ce pays et puis de ceux qui accepteront d'aller vivre chez leurs amis, chez leurs frères, chez leurs voisins. Donc je vois les choses de manière positive. Voilà, ce sera vraiment le mot de la fin. Nous remercions
Nous vous remercions, M. Martin Zingele, d'avoir... Zingele. Zingele. Non, Zingele. Zingele. Parce qu'il n'y a pas de N. Quand vous prononcez Zingele, ça devient un nom camerounais. Ah bon? Zingele, c'est centrafricain. Mais comme vous êtes un panafricain, voilà. Nous vous remercions d'avoir accepté de répondre aux questions de Roger Bongos pour Afrique Rédaction et de Freddy Moulongo pour Réveil FM International, mais aussi à travers tous les médias africains qui vont reprendre cette interview. Nous avons senti en vous un panafricaniste, un homme qui tient à la paix pour son pays, un démocrate aussi, un homme qui a aussi la liberté dans sa langue, parce qu'on vous a titillé un peu avec des questions concernant votre pays, vous l'avez répondu si gracieusement. On sent aussi en vous vraiment cette volonté de la renaissance de la République centrafricaine. Bon, on vous souhaite un bon vent. Merci beaucoup. Nous espérons que dans quelques mois, en 2015, il y aura des élections. Nous l'espérons aussi. Et que cette fois-ci, il n'y aura plus d'embûches, parce que souvent, on vous empêche de jouer votre rôle. Nous voulons aussi remercier le peuple centrafricain qui souffre par rapport à cette situation, et de savoir que c'est aux Centrafricains eux-mêmes de prendre les destins de leur pays en main. Merci Roger d'avoir bien voulu faire cette émission qui s'appelle d'ailleurs Les yeux dans les yeux. J'espère qu'on s'est regardé. Ça, voilà, donc merci à vous, merci à Afrique Rédaction, merci à Réveil FM International. Bye bye, ciao. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà.